Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, c'est Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde avec les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Lundi, le secrétaire d'État au Parlement, Jean-Marie Le Guen, juge François Hollande le plus apte à rassembler toute la gauche et appelle Emmanuel Macron à soutenir le chef de l'État. Je constate avec beaucoup de tristesse que pour la première fois dans l'histoire du Parti socialiste, finalement, des gens vont chercher l'appui du Parti communiste, de l'extrême gauche, etc., à la fête de l'humanité à La Rochelle, avec un seul objectif, empêcher François Hollande de se représenter. Oui. C'est triste. Je pense que ce qui est vrai, c'est que François Hollande est le mieux placé pour rassembler l'ensemble de la gauche et pour s'adresser aux Français. Parce que rassembler la gauche, c'est nécessaire. En tout cas, dans sa très grande majorité. Cette gauche qui accepte de prendre des responsabilités. Les autres, ils se sont déjà mis de côté. Ils ne prennent pas de responsabilité. Arnaud Montebourg, Benoît Hamon. Non, je pense qu'il y a une certaine forme d'ambiguïté, effectivement. Est-ce qu'il y a une gauche qui assume les responsabilités dans la France telle qu'elle est aujourd'hui ? On n'est pas chez les bisounours et on n'est pas au paradis. C'est-à-dire que c'est une France difficile où choisir, où gouverner, c'est prendre des décisions au milieu de contraintes qui sont des contraintes difficiles. Mais avec un objectif, c'est non seulement de défendre les valeurs de la gauche, mais de les faire au service du pays. Et au service du pays, aujourd'hui, c'est aller au-delà même des valeurs de la gauche pour rassembler la République. Et ça, c'est un enjeu majeur. L'enjeu de cette élection présidentielle, c'est pas la gauche et la droite, simplement. Bien sûr qu'il y a une compétition entre la gauche et la droite. Mais le véritable enjeu, ça sera de battre l'extrême droite au deuxième tour. C'est ça la réalité que tout le monde connaît et que beaucoup oublient. Jean-Marie Le Guen, vous dites qu'il faut rassembler la gauche. Moi, je regarde les sondages. Il y en a un ce matin, IFOP Fiducial pour Sud Radio et le magazine Lyon Capital. Intention de vote présidentiel premier tour. Hollande battu dès le premier tour, si jamais Juppé et Macron sont dans la boucle, si je puis dire. Macron 15%, Hollande 10%. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Même sur les thématiques comme la sécurité, Macron est devant Hollande. Mais écoutez, aujourd'hui, il y a indiscutablement, on n'est pas dans la campagne électorale, donc il se passe des choses. Et ce qui est vrai, c'est que s'il y a une division à gauche, et je mets Macron dans ce camp-là, moi très clairement... Diviseur de la gauche ? Bah, écoutez, vous avez l'air surpris. Oui. Non, je dis que Macron et Hollande, il y a évidemment, ça rend encore plus difficile... la victoire de la gauche, enfin pas la victoire, c'est pas la victoire de la gauche, le fait que la gauche puisse se qualifier pour le second tour, c'est une évidence. Vous lui demandez c'est une évidence, j'espère que vous n'êtes pas surpris. Est-ce que vous lui demandez de ne pas se présenter ? Mais je demande effectivement à Emmanuel Macron, qui peut exposer un certain nombre de ses idées. Moi, je trouve ça pas anormal, même si sur bien des points, je pense qu'il faudrait qu'il lève des ambiguïtés. Mais je ne suis pas là pour donc vous lui demandez débattre quoi avec lui ou débattre avec Arnaud Montebourg. Je dis simplement, c'est qu'à un moment, quand on a débattu, il y a un moment, il faut se rassembler. Et le rôle d'Emmanuel Macron, ça sera, je l'espère, de soutenir la candidature de François Hollande lorsque celui-ci l'annoncera. Jean-Marie Le Guen, à l'heure où l'on parle d'un conseil interministériel se tient à l'Élysée sur Alstom. Que pouvez-vous faire de plus qu'un conseil interministériel ? Nous allons demander à l'entreprise Alstom, qui a à la fois un certain nombre de succès. Vous avez vu peut-être la semaine dernière qu'ils ont remporté un grand contrat aux États-Unis, mais en même temps des difficultés industrielles, notamment sur le marché national, parce que le marché national ne peut pas suffire à nourrir apparemment complètement l'ensemble des moyens de production existants. Mais nous pensons que la manière dont les choses ont été faites sont inacceptables. C'est une grande entreprise, Alstom, avec une tradition forte, donc il faut que l'entreprise revoie son plan. Christophe Bordet. Alors, Jean-Marie Le Guen, vous dites la manière dont les choses ont été faites sont inacceptables. Cela étant, apparemment, le gouvernement était quand même un peu au courant. Vous allez peut-être nous le dire. Moi, j'ai envie de vous dire simplement, est-ce que le gouvernement, ce matin, ne doit pas empêcher ces licenciements chez Alstom, d'une manière ou d'une autre ? Mais non, nous n'étions pas au courant. On était au courant, le gouvernement était au courant des difficultés du site de Belfort. Nous n'étions pas au courant des décisions qu'ont prises l'entreprise Alstom. Donc nous demandons à l'entreprise Alstom de refaire son plan. Le gouvernement ment au sujet d'Alstom, c'est le sentiment d'Éric Woerth, le secrétaire général des Républicains, qui était notre invité mardi sur ce plateau. Le gouvernement n'a rien anticipé du tout. Il est responsable aujourd'hui de la précipitation des décisions politiques, alors que les choses auraient dû être faites
différemment, autrement. J'imagine que je ne peux pas imaginer un instant que la direction ou la présidence d'Alstom sont des gens responsables. Mais comment vous imaginez ce couac alors ? Bon, j'en sais rien. Enfin, des couacs au gouvernement, il y en a tout le temps. Donc, le dernier des couacs, au fond, c'est le départ de Macron, c'est-à-dire le départ du ministre en charge du sujet. Il s'en va comme ça pour sa propre carrière, dans son propre intérêt. J'imagine que ses équipes, lui-même, savaient qu'Alstom avait quelques difficultés. Pas Alstom. Globalement, l'entreprise marche bien. Elle a un énorme carnet de commandes. Mais que le site de Belfort, que les commandes de la SNCF, des TER, etc., que les commandes françaises posent des difficultés au site français d'Alstom. Christophe Bordet. Éric Woerth, est-ce que le gouvernement, dans cette affaire, ment quand il dit qu'il n'était pas au courant ? Il y a un représentant, effectivement, de l'État au sein de l'entreprise aujourd'hui, qui normalement devrait être quand même au courant des difficultés d'Alstom Belfort. Le gouvernement dit « oh ben on le découvre ». Ah non, je pense qu'il ment, oui. Je pense qu'il dit pas la vérité. Il dit pas la vérité. Pourquoi ? Je n'en sais rien. D'un côté, il y a eu probablement beaucoup de désinvolture de la part du ministre Emmanuel Macron, et puis désinvolture de la part de ceux qui sont les patrons ou les anciens patrons d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le Premier ministre et puis le président de la République. On ne peut pas découvrir ça. Quand il y a 20% du capital, on n'a pas une capacité à agir formidable, mais enfin on a les informations, et surtout ces informations. Et il y a un passé. Il y a un passé, il y a une histoire. Donc on sait bien que un membre du conseil d'administration, un président de société, ce type de situation, il informe ses actionnaires, et surtout quand cet actionnaire et les taxes et des répercussions sociales tout à fait dramatiques. On voit d'ailleurs que les salariés n'y croient pas. Quand on entend les micros se dresser et ce que disent les salariés aujourd'hui, ils ne croient pas, au fond, aux promesses politiques qui sont aujourd'hui faites. Et quand je vois d'ailleurs le secrétaire d'État, au transport, M. Vidalis, je rappelle qu'il y a normalement, je crois, un ministre qui chapeaute M. Vidalis. Elle s'appelle Ségolène Royal. Même Ségolène Royal, qui ne s'est jamais occupée de transport, c'est pourtant dans son portefeuille, si j'en crois l'organisation du gouvernement, elle est aux abonnés absents là-dessus. Le sujet des migrants, des réfugiés, quelle est, à vos yeux, la bonne solution ? Peut-être que vous aurez ces dossiers souvent douloureux à gérer demain, sur la répartition des réfugiés, notamment par rapport au démantèlement de ce qui s'est passé à Calais. Est-ce qu'il faut, je dirais, les mettre dans tous les territoires français ? Il faut que chaque commune de France prenne sa part. Comment vous voyez un peu les choses ? Ce dossier, il n'a pas été géré. Quand le gouvernement, ça n'a pas été géré. Quand le gouvernement est arrivé, quand le gouvernement de François Hollande est arrivé, il y avait 900 à peu près migrants à Calais. Il y en a aujourd'hui 10 fois ou 11 fois plus. Donc on voit bien que l'appel d'air a été considérable. Et il y avait déjà une jungle qui avait été vidée sous Nicolas Sarkozy. On a vu le résultat, elle s'est reformée très vite. Oui, enfin, il y avait 900 personnes, il n'y en avait pas 9000 ou 10 000. Donc on ne peut pas dire que la situation s'est améliorée. Sangatte, ça a plutôt été répartition ou pas aujourd'hui ? Sangatte, ça a été plutôt un succès. Bien sûr que non, il ne faut pas répartir, c'est la plus mauvaise des solutions. Et puis après, vous allez remplir à nouveau Calais parce que vous ne ferez rien pour empêcher les personnes de venir. Les primaires de la droite et du centre vous concernent. Vous avez choisi votre champion depuis quelque temps déjà, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, il vend beaucoup de livres, c'est clair. Il fait une campagne offensive, mais pour l'instant, Alain Juppé est toujours devant. Ouais, pour tout vous dire, ça dépend des sondages. Et vous avez un problème de deuxième tour. Ça dépend au fond de la base électorale, puisque c'est une première. On n'a jamais organisé de primaire, on ne sait pas qui viendra voter. Pour moi, j'ai pas d'adversaire je l'ai dit à plusieurs reprises, je redis parce que c'est ma conviction, c'est ce que je crois, j'ai pas d'adversaire dans ma famille politique, donc j'ai pas d'adversaire dans cette affaire de primaire et je soutiendrai celui qui gagnera. En même temps, je pense que Nicolas Sarkozy, il est le mieux placé parce que c'est celui qui, au fond, c'est le meilleur par rapport à la situation extrêmement grave. Pourquoi c'est le meilleur de la France par rapport à Alain Juppé, par rapport à la situation ? Parce que c'est mon sentiment, parce qu'il a l'énergie pour ça, parce qu'il a l'expérience pour ça, parce qu'il a l'autorité international pour ça, parce qu'il était aussi ministre de l'économie. Enfin bref, je pense que Nicolas Sarkozy, il coche toutes les cases pour être le bon, la bonne personne au bon endroit. Il n'a pas non plus laissé la France dans un état aussi exceptionnel que cela. Oui, mais c'est faux. C'est faux parce que durant son quinquennat, il y a eu une crise. Vous passiez, 2008. Les journalistes passaient à peu près 100% de leur temps en parler pendant 2 ans, et qu'il a quand même tenu la barre France de façon tout à fait remarquable. Et personne ne dit le contraire.
Mercredi, Dominique Bussereau, député Les Républicains de Charente-Maritime et président de l'Assemblée des départements de France, tire la sonnette d'alarme. 40 départements seront incapables de verser le RSA en fin d'année. Dans une société où le chômage se développe terriblement, les personnes au RSA, donc les personnes qui ont besoin d'un revenu de solidarité, s'accroissent. Une société qui vieillit bien, c'est plutôt positif, du fait des progrès de la santé et de l'hygiène personnelle, mais les allocations versées aux personnes âgées s'accroissent. Or, l'État qui devrait nous verser 100% de ce que nous donnons au RSA ou à l'APA, nous en verse que 60%. Donc il nous manque chaque année 4 milliards d'euros pour financer cela. Moralité, l'année dernière, 10 départements n'ont pas payé le RSA. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de versement aux prestataires, mais les organismes sociaux n'ont pas été remboursés par les départements. Et cette année, c'est 40 départements. C'est-à-dire qu'il y a 40 départements français qui seront incapables de verser le RSA au mois de décembre. Et pour certains d'entre eux, dès le mois de novembre, et peut-être pour quelques-uns, une partie du mois d'octobre. Donc nous lançons un appel au secours au gouvernement. Et vous allez demander combien au gouvernement, du coup? L'année dernière, c'était une aumône. Pour vous donner un exemple, on a eu 50 millions pour 10 départements en difficulté. Un seul département, un des plus grands français, le département du Nord, paye chaque mois 65 millions d'euros pour le RSA. Donc, vous voyez, le Nord a reçu 8 millions, il en restait 57 à payer. Cette année, il y a 40 départements en difficulté. Si le gouvernement ne sort pas une enveloppe d'environ 300 à 400 millions d'euros en fin d'année, nous allons avoir de réelles difficultés. Une allocation unique qui engloberait la gestion du CSA, c'est ce qu'a proposé Christophe Sirugue. C'est ce qu'a proposé Christophe Sirugue. C'est très compliqué parce que les situations ne sont pas les mêmes. Vous savez, en Charente-Maritime, c'est un département que Gilles Leclerc connaît bien parce que de temps en temps, il nous y rend visite. Nous avons dans l'île de Ré des personnes qui sont au RSA et à l'ISF. Pourquoi? Parce que ce sont des retraités agricoles qui ont de toutes petites retraites. Donc on complète par le RSA, mais ils possèdent des terrains agricoles qui valent très cher et qui fait que nous leur payons le RSA et que de l'autre côté, ils payent l'ISF à l'État. Vous voyez bien qu'on est dans l'absurdie la plus complète. Dominique Bussereau, on change de sujet. Je m'adresse au président de l'Assemblée des départements de France. Est-ce que vous êtes favorable à une répartition des migrants, conséquence du démantèlement de Calais? C'est ce que souhaite visiblement le ministre de l'Intérieur. La seule chose que j'ai dit au niveau des départements, c'est que ceci a un coût. Nous avons déjà des mineurs étrangers isolés qui arrivent dans tous les départements, qui nous coûtent des sommes considérables, et qu'en plus on gère mal parce qu'on n'a pas les personnels adéquats pour le faire. Donc j'ai dit au ministre que c'était la décision de l'État. Après, c'est une affaire. Et vous êtes favorable ou pas, vous? Parce qu'il y a des présidents de région hier qui ont dit non. Pardonnez-moi, c'est pas dans mes compétences. Oui, mais dans la philosophie. Est-ce que vous accueilleriez des migrants en Charente-Maritime? Il y a déjà des migrants en Charente-Maritime. On n'a pas attendu aujourd'hui pour les accueillir. On est un département de tradition d'accueil. Qui prend en charge les coûts? C'est ce qui vous préoccupe? Moi, je dis deux choses. D'abord, c'est l'affaire des communes. L'État, les préfets doivent discuter avec les maires, parce que c'est les maires qui seront en première ligne. On n'ira pas chercher le président du département. Oui, non, mais visiblement, on a décidé de ne pas demander l'avis des maires. Ou le président de la région. Il faut d'abord en parler aux maires. Nous, les départements, ça va entraîner des dépenses sociales considérables. Nous souhaitons que l'État les prenne en charge, parce que c'est de sa responsabilité. Après, on peut s'agiter, faire des grandes déclarations à la télévision pour dire on est pour et contre. Si on veut vider Calais, il faut bien mettre les gens quelque part. Mais on ne peut le faire qu'avec l'accord du terrain et en payant le prix. Il ne faut pas que l'État se décharge sur les collectivités locales. On sent quand même une vraie nuance entre vos propos ce matin et par exemple ceux de M. Estrosi, patron de la région PACA, ou de Laurent Wauquiez. Non, mais c'est bien ça qu'on a compris ce matin. Dominique Bussereau. Vous êtes engagé derrière Alain Juppé. À fond. Vous dites à fond. Hier soir, il dit encore, il répète le bonheur de l'identité heureuse. Oui. Est-ce que c'est le discours, je dirais, qui est adapté à la société aujourd'hui? Est-ce que vous croyez qu'un maire qui proposerait aux habitants de sa commune d'être malheureux, d'être moins bien, ou un président de département qui dirait la même chose, ou un président de région, aurait beaucoup de suffrages? En réalité, ce qu'il propose, c'est un objectif. C'est-à-dire plus de sécurité, on aurait pu le dire il y a sûreté. 10 ou 20 ans peut-être, non? Oui, mais il faut le dire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de gens, en particulier au Front National, hélas pas seulement, qui s'agitent et qui s'amusent à faire peur, ou qui pensent qu'il est intéressant politiquement, électoralement de faire peur. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a le sens de la mesure et de la modération, qui dit aux Français, cherchons plutôt à être heureux qu'à être malheureux. Que ce n'est pas un concept pour autant dépassé, surtout en ce moment. La droite est quand même sur des discours sécuritaires, notamment Nicolas Sarkozy avec l'antiterrorisme. Et puis selon le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio, en ce moment, c'est le Front National qui rafle la mise. C'est Marine Le Pen, plus 5 points. Marion Maréchal Le Pen, plus 5 points. Tant qu'une partie de dirigeants de la droite et du centre courront derrière les idées du Front National, ils feront monter le Front National. C'est pas nouveau.
Et c'est ce à quoi on assiste actuellement. Qu'est-ce qui fera la différence là, pour La personnalité. Jeudi, jour de la mobilisation contre la loi travail, Benoît Hamon, député des Yvelines et candidat à la primaire de la gauche, a déclaré qu'il abrogerait la loi s'il était élu président de la République. La manifestation, c'est pas une manifestation anti-Hollande, c'est une manifestation anti-précarité, anti-pauvreté au travail, anti-chômage. Donc il ne faut pas tout ramener aux personnes. Et puis en plus, à quoi ça sert de manifester alors que la loi a été votée désormais ? D'abord parce que les premiers accords sont en train d'être négociés, vont être signés, vont se traduire très concrètement par le fait que des salariés qui faisaient des heures supplémentaires, qui avaient un bon salaire, vont voir leur salaire baisser. Pourquoi ? Parce que le tarif des heures supplémentaires ne sera plus de 25% de plus que l'heure normale, mais 10% de plus. Eh bien, il y a des millions de Français qui... peut-être pas des millions à cette étape, mais des dizaines de milliers, des centaines de milliers de salariés qui vont voir leur feuille de paye baisser. Et je trouve que c'est assez légitime de continuer à dire que dans un pays aussi riche que le nôtre, continuer à parier sur la baisse des salaires pour espérer embaucher derrière, tout ça est une manière d'opposer les uns aux autres. On oppose les travailleurs aux chômeurs et ça n'est pas bon. Donc je trouve ces expressions légitimes. Si vous êtes élu président de la République, vous abrogez la loi travail ? Oui, absolument. Je l'abrogerai. Je garderai quelques dispositions comme le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion, c'est la possibilité demain pour un cadre, pour un salarié de ne plus être en permanence sous pression de mails, d'injonctions électroniques et de continuer à travailler en réalité jusqu'à 22h ou 23h alors qu'il est censé terminer à 18h ou 19h. Je trouve que ces dispositions sont bonnes. Elles éviteront la multiplication des burn-out qu'on constate aujourd'hui partout en France. Mais je considère par ailleurs que le fait de faciliter le licenciement ou de baisser les salaires à travers la baisse du tarif des heures supplémentaires sont des mesures qui sont des mesures injustes. Donc il faudra abroger ces mesures. Véronique Jacquier, Sud Radio. Alstom, le gouvernement savait tout, dit Arnaud Montebourg. Vous partagez cet avis. À quoi ça sert donc que ce gouvernement ait 20% dans Alstom s'il sait tout et s'il ne fait rien ? C'est la bonne question. À quoi ça sert ? Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, les représentants de l'État. Ils jouaient aux cartes, à la pétanque, pendant qu'il y avait des décisions qui étaient prises, mais on peut se poser la question. On a là donc une décision qui montre la forme d'impuissance volontaire dans laquelle s'est placé le gouvernement. C'est-à-dire qu'on singe la puissance, on singe le pouvoir, et en réalité, on laisse faire. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous ? Écoutez, à cette étape, je pense que le gouvernement essaye de réagir, et il le fait plutôt bien, en essayant d'avoir une stratégie pour maintenir l'outil industriel et les emplois. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'on en soit arrivé là. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'il y ait finalement un État qui est un État absent, qui monte au capital et quand on lui demande son avis, n'a pas d'avis. Et la responsabilité du gouvernement, elle est là. Le fait de ne pas anticiper. Qu'est-ce qu'on attend d'un État sinon qu'il anticipe, qu'il soit stratège, pas qu'il joue les pompiers ? Où en sont vos relations personnelles avec votre ancien allié Arnaud Montebourg ? Est-ce que cela reste un ami ? Est-ce que vous pouvez avoir un ami en politique alors qu'on va être concurrent ? Pouvoir avoir des amis et être parfaitement capable d'avoir un débat public, sans invective, intelligent, si possible. Et oui, c'est possible. Heureusement, ça s'appelle la démocratie, vous savez. Est-ce qu'il y aura un seul candidat ? Vous n'êtes pas obligé de vous fâcher à mort, y compris avec les gens de droite. Vous savez, moi j'ai des amis à droite. Je reviens sur la primaire. Est-ce qu'il y aura un seul candidat de votre sensibilité à la primaire ? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis candidat. C'est sur la table. Normalement, je vais être très plus précis pour ce qui me concerne. Non. Soyons précis. Si Arnaud Montebourg y va, vous y allez ? Oui, il y aura un bulletin de vote Benoît Hamon sur la table des élections primaires. Voilà. Vous avez entendu Manuel Valls, vous faites partie de la machine à perdre qui est en train de se remettre en fonction. Là. La division, dit-il. Mais je comprends Manuel Valls. Il est dans une situation, il est Premier ministre, il gère, il est chef du gouvernement. La situation n'est pas simple, notamment sur le plan sécuritaire. En même temps, il est en échec sur les questions économiques et sociales. Voilà, mais moi, je n'aurais pas à son endroit l'agressivité qu'il a vis-à-vis de celles et ceux qui sont candidats. Je rappelle qu'il a été candidat aux primaires. On ne s'est pas posé la question quand il faisait 5% de savoir s'il divisait ou pas. Nicolas Sarkozy a affirmé devant l'Institut de l'entreprise que l'homme n'était pas le seul responsable du changement climatique. Vous qui vous intéressez particulièrement à ces questions-là, qu'est-ce que ça... Ça m'inquiète beaucoup, je vais dire, pour mes enfants ça m'inquiète. Voilà, c'est déjà ça, et puis pour mes compatriotes ça m'inquiète. Qu'ils puissent dire pourquoi, parce qu'il est ligoté comme d'habitude à des grands intérêts industriels et privés, ça personne ne... Claude Allègre avait un petit peu dit ça il y a quelques années. Seul. Ancien ministre de l'Éducation nationale. Oui, mais on a le droit de dire des bêtises quand on est ministre de l'Éducation nationale. Celle-là, on était une grosse, de bêtises. Aujourd'hui, les climato-sceptiques sont ultra minoritaires.
c'est vraiment dans le monde de la science une toute petite minorité. Bon, que Nicolas Sarkozy se rallie à ces thèses-là, alors qu'aujourd'hui on sait que pour aller chercher un point de croissance, on va faire des prélèvements sur nos ressources en eau, en bois, nos ressources fossiles, des prélèvements qui sont insoutenables, tout le monde le dit. Je trouve ça vraiment très très inquiétant. Et ça en dit long sur Nicolas Sarkozy, cette ignorance de l'impact de la production humaine sur le dérèglement climatique. Vendredi, Jean-Vincent Placé, le secrétaire d'État à la réforme de l'État, trouve navrante la sortie de Nicolas Sarkozy qui relativise la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique. Pour le coup, j'ai eu l'occasion de le saluer pour ma part, parce que vous le savez, je ne fais pas partie des écolos les plus sectaires. En 2007, quand le Grenelle de l'environnement a été lancé, notamment sous l'influence de Jean-Louis Borloo et de Nathalie Kosciusko-Morizet, le président de la République d'alors n'était pas du tout climato-sceptique. D'ailleurs, c'est assez rare parce que généralement, il y a des gens climato-sceptiques qui intègrent les problématiques de la COP 21 et donc de la lutte nécessaire contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est plutôt cette évolution-là qu'on rencontre aujourd'hui, et tant mieux. Là, il faut reconnaître que celui qui était à discours écolo en 2007, qui 9 ans plus tard devient climato-sceptique, c'est peut-être la seule figure politique du monde qui fait ce parcours intellectuel. Et donc, déjà, le nier, et ce n'est pas moi qui le dis, et puis je ne suis pas un scientiste absolu, mais quand même, quand 999 scientifiques sur 1000 disent aujourd'hui que depuis, renforcé encore par la réussite exceptionnelle qu'a eu le président de la République à la COP 21 pour obtenir cet accord exigeant et contraignant pour les perspectives climat d'ici 2025, bien qu'il y ait cette vision climato-sceptique de l'ancien président de la République, c'est tout à fait navrant. Alors est-ce que c'est circonstanciel, peut-être pour flatter un électorat qui pourrait venir le sauver aux primaires de la droite, certains agriculteurs, certains plus productivistes que d'autres dans la vie économique, mais même cela, je pense que c'est une erreur, d'une part sur le fond, et en plus c'est une erreur électorale et tactique. Donc c'est regrettable. Et puis opposer la question du climat à la question de la démographie, c'est tout à fait absurde, parce que c'est justement un problème global de la finitude de la planète, de la limite de nos ressources naturelles, et le fait que justement, notamment dans le cadre de l'entreprise, de la production et aussi de la démographie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes 7 milliards sur la planète, et nourrir cette planète, c'est difficile aujourd'hui, mais c'est justement comme cela qu'il faut réguler en préservant nos ressources naturelles. C'est ça l'enjeu de la COP 21. Très court, sur Fessenheim, à l'heure où on s'inquiète sur l'emploi, 2000 salariés peuvent rester sur le carreau, des emplois directs. Non. Faut-il ou pas renoncer à fermer la centrale pour les questions d'emploi? Monsieur Samès, vous ne pouvez pas dire ça. Ils manifestent, ils ont peur de leur emploi, 2000 personnes. Notre objectif, ce n'était pas de virer les salariés de Fessenheim. Notre objectif est de rééquilibrer le mix énergétique français entre nucléaire, énergie renouvelable et aussi, particulièrement, on l'oublie trop souvent, la maîtrise de la consommation énergétique qui est excessive. Et la question des fermetures de centrales, cela se fait à emploi constant. Personne ne va être licencié, personne ne va perdre les 2000 personnes qui ont manifesté hier. Personne ne va perdre un emploi. Personne ne va perdre un emploi. Et par ailleurs, je le dis aussi, il y aura un moment, un temps de vérité, quand il y a des restructurations économiques, c'est aussi le temps de la mobilité. Donc quand on dit ça, on a l'impression d'avoir dit une horreur, parce qu'on dirait à gauche, il faudrait dire, même dans le privé ou même dans le parapublic, pendant 40 ans, on travaille au même endroit, dans la même entreprise. Mais c'est par ailleurs un temps qui est déjà fini. Et quand on dit, on vous garantit l'emploi jusqu'à la fin de votre vie dans une entreprise comme EDF, vous savez, ce n'est pas rien. Moi, je préférerais être salarié à Fessenheim que parmi les centaines et de milliers de chômeurs aujourd'hui qui cherchent un emploi. Donc la question de Fessenheim, ce n'est pas l'emploi sera préservé, parce qu'il y aura un traitement économique et pas social des salariés de Fessenheim. En revanche, oui, Fessenheim va fermer. Vous partez à New York avec le président de la République la semaine prochaine. Lundi après-midi. Pour préparer ce qu'on appelle le gouvernement ouvert. En quoi est-ce que le citoyen français va être touché par cela?
Je suis très heureux que vous me posiez cette question. Lundi, je pars à l'Organisation des Nations Unies et j'ai cette chance d'accompagner le président de la République qui, lui, interviendra mardi matin au nom de la France. J'organise un grand événement dans l'après-midi à New York sur le partenariat pour un gouvernement ouvert, un partenariat qui regroupe aujourd'hui 70 pays, que je vais avoir l'honneur de présider au nom de la France. Partenariat particulièrement original dans la mesure où il est avec les associations, en particulier les associations environnementales, sociales et démocratiques. Nous aurons un grand temps de démocratie parce que nous voulons faire avec le président de la République le sommet de la démocratie les 7, 8 et 9 décembre. Je vous donne rendez-vous ici parce qu'il y aura, j'ai travaillé avec le président Larcher il y a 2 jours, il y aura un temps du Parlement ouvert. Ça veut dire quoi le gouvernement ouvert, le Parlement ouvert? Ça veut dire que en profitant notamment de la révolution numérique d'aujourd'hui, nous voulons associer davantage les citoyennes et les citoyens à la décision publique, à l'élaboration, y compris de la loi, y compris par un droit d'amendement plus ouvert, et aussi un sujet qui m'intéresse particulièrement, l'évaluation des politiques publiques. Donc voilà, je sais, c'est parfois peut-être trop sérieux, mais je crois que ça intéresse les Françaises et les Français. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.